Allez, salut à toi, j'espère que tu vas bien, je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, peut-être que tu l'as vu passer, certainement, en tout cas c'est sûr et certain, il faut qu'on en parle. On va parler, une fois n'est pas coutume, d'IA. Bienvenue dans le podcast de Notion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Alors il s'est passé un truc intéressant, il n'y a pas très longtemps. Ah, excuse-moi, mon téléphone se met à sonner, t'es un malade. Il s'est passé un truc intéressant il n'y a pas très longtemps. OpenAI a sorti une nouvelle IA qui a pas mal de gueule. Hop, je vais te retrouver son nom. Et je vais reprendre les trucs... Voilà. Donc, cette IA s'appelle Sora. Je la reprends sous les yeux. Et bordel, c'est un truc de fou furieux. Alors, avant d'expliquer et de parler un petit peu de Sora, je vais remettre un contexte là-dessus. Si tu n'as pas entendu mes autres podcasts sur l'IA, histoire que tu vois un petit peu mon point de vue et comment... je vois un petit peu les choses. Et ensuite aussi, pour vraiment voilà, qu'on parte tous du même pied et qu'on sache d'où on vient, comment ça fonctionne, quelle est la technologie, etc. Si jamais tu vois que je me répète sur des trucs que j'ai déjà dit dans les podcasts d'avant et que tu as déjà écouté les podcasts d'avant, évidemment, tu n'hésites pas à avancer, hein, t'inquiète. Donc, alors, remettons le contexte très particulier. Déjà, comment ça fonctionne un système d'IA. Donc, IA, c'est pas juste une intelligence artificielle, ça veut rien dire IA. IA, c'est surtout une intelligence artificielle qui s'entraîne sur des données. Donc, en gros, c'est un système statistique où tu lui donnes, voilà, une entrée et un résultat. Donc, souvent, c'est des couples, genre, tu prends, une phrase, genre un chien, une photo de chien, et tu lui dis, bah voilà, ça c'est un couple sur lequel tu vas t'entraîner. Et l'idée, c'est que tu lui donnes énormément de photos de chiens, avec le label chien, et qu'après tu lui montres une photo d'un chien sans lui montrer le label, et qu'elle sache te dire c'est un chien, d'accord. Donc ça c'est vraiment la manière dont fonctionne. Donc je vais arrêter de dire IA parce que ça veut rien dire. Je vais utiliser du coup le terme réseau de neurones numériques, numériques, et c'est vraiment de cette manière-là. C'est en gros c'est vraiment un système statistique qui permet depuis une énorme base de données qui sont correctement labellisées et rangées en fait, organisées, de pouvoir prédire d'autres résultats depuis un morceau de la base de données. Donc je te donne un exemple très concret. En gros, tu donnes, comme je disais, le chien et le label chien. Et en gros, l'idée, c'est après, depuis ton IA, tu pourras prédire le résultat si tu lui donnes seulement la photo du chien et il pourra prédire le texte, ou inversement, tu donnes seulement un texte chien et il pourra te dessiner un chien. Okay, donc ça, c'est... Et la manière dont tu l'entraînes exactement, enfin, pourra te donner des résultats différents. Ça, c'est vraiment le principe de l'IA de base. Donc en gros, tu as un système statistique qui te permet de prédire la sortie de quelque chose en fonction des paramètres d'entrée, parce que l'IA s'est déjà entraînée sur des trucs qui avaient déjà les paramètres d'entrée et la sortie. Donc en gros, tu vois, en fait, elle développe un petit peu à la manière d'un humain, une reconnaissance de pattern et un automatisme en disant « Ah oui, ça ressemble à ça, et du coup, je peux avoir ça comme résultat. » Okay, donc ça, c'est vraiment la manière dont fonctionne l'IA. Je vais faire un petit virage rapidement, j'en reparlerai après, mais sur l'éthique et la moralité. Donc, je sais pas si tu en as déjà parlé, mais je sais pas si tu as déjà écouté les podcasts, mais tu connais certainement mon avis là-dessus. L'éthique et la moralité, ça n'a aucun sens de parler de ça sans tellement dire, mais ça n'a aucun sens de parler de ça tout court la plupart du temps, puisque l'éthique et la moralité, c'est quelque chose qui évolue avec le temps et avec les personnes et avec les cultures. Donc, c'est très compliqué de commencer à dire c'est pas éthique, c'est pas moral, ça veut rien dire. C'est pas éthique pour qui, pour quelle culture, pourquoi. Déjà, là, il faut déjà commencer à être un petit peu plus clair là-dessus. Et ensuite, l'autre truc, c'est qu'en fait, si tu considères que pour toi, par exemple, l'IA n'est pas morale et éthique, et là déjà, c'est un peu plus de sens de le dire, parce que tu dis que c'est pour toi, du coup, tu te bases sur tes valeurs personnelles. Et du coup, ça veut dire que dès que, si t'es jamais été un artiste ou t'as essayé de faire un truc, dès que t'as utilisé des références d'images pour travailler, etc., alors ce que tu faisais n'était pas éthique. En tout cas, ce que tu considérais n'était pas éthique pour toi. Donc ça n'a absolument aucun sens. La manière dont fonctionne une IA est très, très, très similaire à la manière dont fonctionne ton cerveau. Ton cerveau, en fait, tu regarderas et en fait, il suffit juste d'en être conscient. Tu verras que tout ce que tu crées et tout ce que tu réalises, même si tu te souviens plus tout le temps d'où ça vient, c'est tout le temps quelque chose que tu as vu ou entendu, ou en tout cas, c'est des choses que tu as vécues en termes d'expérience. Bref, c'est simplement en fait de l'organisation statistique. Et tu réfléchiras, hein, quand tu dessines un œil, tu sais bien dessiner un œil. Pourquoi ? Parce que tu en as dessiné beaucoup et tu en as regardé beaucoup. Spoiler,
de l'organisation statistique. Et ça, c'est un truc important à comprendre. Je pense que tous les détracteurs de ce genre de technologie viennent attaquer là-dessus parce que ils disent ah non mais c'est pas un humain qui a fait mais en fait il faut bien comprendre que c'est mettre énormément de valeur sur le fait que ce soit un humain qui fasse un truc parce que c'est de l'art, et je mets des gros guillemets à l'art, même si tu vois pas je le fais avec mes doigts là. Pourquoi je mets des gros guillemets à l'art? Parce que pareil, de l'art ça veut rien dire. L'art c'est culturel, ça dépend des... L'art de demain ne sera pas l'art de hier, tu vois. Ça n'a aucun sens de dire ah mais comme c'est de l'art, du coup il peut pas avoir une machine qui touche. C'est vraiment ridiculement possible, tu vois. Construire une maison ça peut être de l'art, et même, tu sais quoi, on peut même construire des maisons avec des machines, et c'est pas pour ça que c'est pas de l'art. Donc il y a un truc vraiment important à comprendre, c'est que c'est pas parce que c'est une machine qui produit quelque chose, peu importe d'ailleurs sa méthode de construction, et si sa méthode de construction elle est similaire à celle de l'humain, et c'est pour le coup là le cas, c'est-à-dire s'entraîner sur beaucoup de données et en déterminer des règles de pattern statistiques pour donner un résultat, ben en fait c'est exactement comme ça que travaillent les humains. La différence avec les humains, c'est que nous, on va pouvoir interchanger nos sens, c'est-à-dire que tu vois, tu peux par exemple, si par exemple tu sens une odeur, tu vois, et ben tu peux transposer cette odeur en image par exemple. L'IA aujourd'hui, comme elle se rend compte que ces images, elle ne peut pas faire ça, en tout cas pas encore. Donc évidemment, c'est pas exactement la même chose, donc il y a quand même des petits bémols à mettre à droite à gauche, tu vois, il faut rester précis dans les termes, et c'est ça qui est cool avec le podcast, c'est que je peux vraiment pousser mes réflexions et t'expliquer. Mais par contre, commencer à dire que l'IA c'est immoral et éthique, déjà, comme j'ai dit, c'est faux de dire ça, parce que c'est immoral et éthique, ça veut rien dire, c'est immoral et éthique certainement pour toi, d'accord? Parce qu'à chaque fois que tu dis ça, tu compares forcément avec tes valeurs et pas aux valeurs de n'importe qui en fait. Et deuxièmement, si tu considères ça, évidemment tu peux avoir ce statut-là, c'est pas un souci. Par contre, du coup, tu dois évidemment avoir ce statut-là et tu dois rester cohérent, sinon ça s'appelle juste être débile, hein, de pas être cohérent dans tes propos et dans tes réflexions. Si tu veux être cohérent là-dessus, alors si tu considères que la manière dont s'entraîne l'IA est immorale, alors toi aussi, quand tu prends une référence sur Pinterest et que tu t'en inspires pour faire quelque chose, tu as un comportement immoral. À ce moment-là, si tu es d'accord avec ça, il n'y a pas de souci. Sinon, commence à revoir un petit peu tes valeurs et à réfléchir à ça, parce que de toute façon, immoral ou pas, et ça c'est bien un truc important je pense, c'est le deuxième point, c'est que l'IA est là, elle va pas se barrer, hein. Elle va pas faire pouf et disparaître, et je pense en fait les grosses critiques de ça en fait viennent d'un sentiment plus profond de ces artistes, c'est que ces artistes ont peur de ce genre de technologie, mais ça je vais y revenir en détail dans la conclusion de ce podcast. Mais avant on va parler du coup de Sora. Donc Sora, c'est le principe de OpenAI, en fait c'est la réponse d'OpenAI à la génération de vidéos en IA. Alors jusqu'à aujourd'hui, la génération de vidéos en IA, c'était un enfer en fait, parce que tu pouvais en fait, en gros, générer une vidéo, c'était assez simple, tu prenais un système de génération d'images, genre Stable Diffusion ou autre, et en fait, tu le faisais reproduire son pattern de génération pour plusieurs images, et tu mets ces images à la suite, c'était une vidéo, hein, globalement, pas tellement compliqué à comprendre. Le problème avec ça, c'est qu'en fait, tu n'avais pas de persistance, c'est-à-dire que la persistance entre l'image d'avant et l'image d'après était du coup sautée, en fait, parce que l'algorithme qui s'occupait de générer l'image, son but c'était de générer une image, du coup par un mouvement par exemple, et du coup tu te retrouvais avec une génération d'images différente à chaque image, justement. Et du coup, tu avais un système de flicker. Donc le flicker, c'est quoi? C'est qu'à chaque image, tu avais plein de trucs qui sautaient partout. Tu vois, tu avais un système de... Imaginons les cheveux du personnage, ils devenaient rouge, vert, bleu, machin. Et du coup, ça donnait un espèce de style très particulier. Mais surtout, c'était pas ce qu'on veut en fait, parce que quand les gens imaginent vidéo, animation, ils imaginent en fait une persistance de mouvement. C'est-à-dire que la persistance de la frame 1 à la frame, alors image 1 à l'image 24 par exemple, donc une seconde, le personnage doit être le même. Tu vois, il doit pas changer 4 fois de personnage entre ça. Donc là, c'était le souci que la génération d'images, il y a quelques années, je vais dire, 1 an avait. Il y a des mecs qui ont vu ce problème-là, et ils se sont dit, putain, est-ce qu'on peut pas combiner donc ces mecs-là, c'est Corridor Crew, peut-être que tu connais, Corridor Digital. Et ils ont vu ce souci-là, et c'est des gars qui sont assez... ils sont assez bons, ils sont extrêmement bons. Et ils sont très dans le délire, voilà, comment on peut intégrer les technologies d'IA, je devrais pas dire IA, de deep learning, pardon, ou d'apprentissage par réseau de neurones. Comment on peut intégrer ça dans un workflow VFX classique? Et ils se sont dit, mais attends,
le problème de flicker qu'on a de chaque image, en fait, c'est un problème qu'on a déjà quand on fait de la stop motion. Et ils avaient raison, en fait, quand tu fais de la stop motion, souvent, tu vas avoir d'une image à l'autre des petites variations de luminosité, etc. Et du coup, tu te retrouves à chaque image avec un flicker. Donc, en gros, une variation de ton image un petit peu. Et du coup, ça fait flicker du coup, ton image, ton animation au fur et à mesure. Et du coup, ce qu'utilisent les logiciels de stop motion, c'est ce qu'on appelle des déflickers. En gros, ça essaie de comprendre et de voir la différence, c'est purement mathématique, hein. Là il n'y a pas de machine learning derrière, c'est juste tu prends une image avant, une image après, et tu regardes la différence qu'il y a entre la valeur des pixels, et en gros ça smooth le tout en fait. Donc ça va faire une moyenne sur plusieurs images pour avoir globalement pour faire ce qu'on appelle un déflicker. Ça marche vachement bien, il y en a pas mal, il y en a un dans Fusion, dans Nuke, il y a un plugin dans After, enfin c'est des outils qui marchent très bien et qui sont super utiles pour la motion capture. Et là ils se sont dit mais attends, le problème qu'on a avec un système comme Stable Diffusion par exemple qui va générer une image à chaque fois, c'est assez proche du problème que les mecs en stop motion ont. Et du coup ils se sont dit bah, qu'est-ce qui se passe si on applique un filtre de déflicker à nos images générées au fur et à mesure. Et en fait, il se passe que ça marche quand même putain de bien. Alors, ça règle pas tous les problèmes, notamment parce qu'en fait, l'écart entre les générations dans Stable Diffusion est absolument énorme par rapport à l'écart d'images quand tu fais de la stop motion, qui est juste la variation minime de luminosité. Mais par contre, ça règle quand même bien un bon 80% des problèmes. Tu vois, on passe d'un truc où les personnages changent carrément d'une image à une autre, à un résultat où en fait on a quand même encore du flicking et des yeux qui partent un peu en couille, etc. Mais les personnages restent consistants, l'animation reste consistante, enfin c'est assez abusé. Alors d'ailleurs si tu veux voir un petit peu ce qu'ils ont fait, leur résultat tu peux aller voir, ça s'appelle Rock Paper Scissors. Pierre feuille papier ciseaux si tu l'as en français. Sur leur chaîne Corridor Digital ou Corridor Crew, ils ont fait un épisode 1, un épisode 2. Et ça montre un petit peu l'envers du décor, enfin le film qui résume tout ça, et ils ont fait un making-of qui montre un peu l'envers du décor. Ils vont un peu plus loin, ils vont beaucoup plus loin que moi, là j'ai vraiment résumé, mais ça donne une idée de où est-ce qu'on en est. Ça c'était il y a 4 mois, en gros. Attends, je vais te retrouver la date, mais c'était un peu plus longtemps que ça, je crois. Rock, Paper, Scissors, animé. C'était il y a 11 mois, pardon, il y a un an. Donc ça c'est où est-ce qu'on en était il y a un an, et l'épisode 2 est sorti il y a 6 mois, ok. Donc en gros, globalement, moi c'est ce que j'ai vu de meilleur sur cette tech pour l'instant. Après je suis pas un gros malade, mais c'est-à-dire qu'un gros malade dans le sens où je suis pas quelqu'un qui consomme une tonne de contenu, donc sinon il y a des choses qui sont passées que j'ai ratées, mais pour moi c'est ce que j'ai vu qui se reproche le plus de ce qu'on pourrait vraiment faire d'intéressant avec cette technologie. Et alors je vais revenir à ce qui en est sur la partie qu'est-ce que ça veut dire pour la suite quand tu es animateur, mais ça je vais y revenir. Par contre, ce qui est intéressant du coup de se rappeler avec ça, c'est que ça marche déjà pas trop mal en fait. Ça marche déjà pas trop mal. Et en fait, Sora d'OpenAI, c'est le deuxième coup de pierre à cette technologie. Donc en gros, jusqu'à du coup Sora qui est sorti il y a 3 jours là, qui n'est pas encore malheureusement disponible en public, mais ça ne serait que tardé. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Sora, ils ont trouvé la solution en fait aujourd'hui pour générer des vidéos qui sont persistantes dans le temps et genre infiniment mieux que le truc que fait le Corridor Digital, le Rock Paper Ciseaux. Normal, OpenAI c'est leur boulot de faire de la génération par apprentissage neuronal. Et alors, bah, tu peux aller voir sur openai.com/Sora, S-O-R-A, tu peux voir un petit peu les résultats, et les résultats sont absolument putain de démentiels. Vraiment là, le niveau est absolument délirant par rapport à tout ce que j'ai vu. Et du coup, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Vraiment, vraiment impressionnant. Donc, techniquement parlant, c'est un truc de fou furieux, honnêtement. C'est un truc de fou furieux. Et quand je vois ça, moi, ça m'excite de malade parce que je vois déjà les potentialités qu'il y a avec ce genre de truc. Alors, un des premiers trucs qui est vraiment particulièrement impressionnant, c'est à quel point c'est persistant et à quel point, si tu me mets cette vidéo dans la tronche, tu me disais pas que c'était de l'IA, à quel point je pourrais me faire avoir. Donc ça, c'est vraiment, vraiment un truc de fou furieux, à quel point c'est très, très, très proche d'une vidéo qu'on pourrait prendre en prise de vue réelle. Et au-delà de ça, il y a vraiment des trucs où je saurais pas dire en fait que c'est de l'IA. Si tu me dis pas c'est de l'IA, je le vois pas en fait. J'ai du mal en fait à trouver les défauts qui font l'IA en fait, alors que dans les autres exemples que j'avais vus, ça se voyait à 10 000 en fait. Dans les autres exemples que j'avais vus, c'était genre impressionnant pour la tech, on se dit ah ouais c'est quand même stylé, mais jamais de ma vie, là je suis en mode mais jamais je me dis que c'est de l'IA en fait. Et c'est ça qui est abusé en fait, à quel point c'est réussi. Donc franchement,
Vraiment, vraiment, vraiment stylé. Je t'invite à aller voir, hein, les résultats sont absolument fous, absolument fous. Et alors, du coup, là, ça pose pas mal de questions. Ça pose pas mal de questions. Déjà, la première question, c'est si on peut générer de la vidéo avec un prompt qui est aussi réaliste qu'une vidéo filmée ou rendue par ordinateur, en gros, avec de la 3D, quel putain d'intérêt ça a d'apprendre à faire de la vidéo ou de l'image de synthèse, puisque sur cette chaîne, on parle d'image de synthèse. Et là, c'est le premier truc que je pense qui est vraiment important de comprendre. C'est que personne, en fait, n'a inventé l'image de synthèse pour l'image de synthèse. Je pense que c'est un truc à comprendre. Personne n'a inventé la vidéo pour la vidéo. Tu vois, personne a inventé cette technologie juste pour le fait d'inventer cette technologie. Et je pense que c'est ça que les gens oublient, en fait. Le fait d'inventer cette technologie, donc l'image de synthèse et la vidéo, ça a été dans un seul objectif. Alors, en tout cas, dans la branche du divertissement dont je parle, hein. Évidemment, l'image de synthèse pour la médecine, c'est pas le même objectif, mais t'as bien compris. Bref. Dans tous les cas, c'est tout le temps un moyen pour un objectif. Et l'objectif ici, c'est de quoi? C'est de raconter des histoires. C'est simplement de raconter une histoire. Et ça, c'est le premier truc important, c'est que du coup, en fait, là, on est en train de t'offrir un outil qui n'est pas encore sorti, mais qui va arriver, donc Sora d'OpenAI, par exemple, qui te permet de raconter des histoires de manière beaucoup plus efficace qu'avant. À voir après à quel point c'est personnalisé et tout, mais ça, du coup, j'y reviendrai. Donc, on te donne un outil qui te permet de réaliser et de raconter une histoire de manière infiniment plus rapide qu'avant. Et ça, en fait, c'est un bon point. Je pense que ça, il faut bien capter. C'est un bon point, en fait. La technologie, elle a toujours été là pour te permettre de raconter des histoires plus rapidement. D'accord? Et en fait, le truc, c'est que pourquoi ça... Et là, du coup, je vais commencer à rentrer tranquillement dans la conclusion et de pourquoi les gens, en fait, voient potentiellement ça d'un très mauvais œil. Enfin, ça dépend qui, hein. Ça dépend de quel côté tu sois. Souvent, les développeurs, ils trouvent ça incroyable et c'est les artistes qui sont en mode... Ah, mais en fait, c'est très simple à comprendre, c'est que ce qui enquête un artiste, c'est le fait que l'artiste, il s'est entraîné sur une technologie qui était compliquée pendant un certain temps, et il se rend compte en fait qu'une nouvelle technologie est en train d'arriver, et cette technologie va potentiellement disrupter son industrie. C'est-à-dire que les années qu'il a passées à apprendre une certaine technologie vont peut-être en fait se révéler inutiles, parce qu'en fait une autre technologie qui marche de manière différente est arrivée sur le marché. Et elle est mieux, plus efficace, moins chère. Ça, c'est ce qui est en train de se passer en fait. Et c'est pour ça que les artistes sont en flip total, et c'est pour ça qu'on va entendre des arguments éclater au sol du type l'IA c'est les morales et genre de trucs. Mais en fait, ce qu'il faut bien capter, et je pense que j'ai déjà dit ça, mais je vais le répéter, ce qu'il faut bien capter, bien comprendre, c'est que ce n'est pas la première fois que ça arrive, ce genre de truc. En fait, ça arrive tout le temps, une technologie qui arrive et qui disrupte une autre industrie. Ça arrive tout le temps, régulièrement. La seule chose, c'est qu'en fait, c'est une des premières fois que ça arrive dans l'art. Bon, en tout cas, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé dans l'art, genre violent. Au final, la dernière technologie qui est arrivée dans l'art, qui a disrupté l'art, c'était l'arrivée de l'image de synthèse des effets spéciaux. Et tu sais ce qui est marrant, c'est que quand l'arrivée de l'image de synthèse des effets spéciaux est arrivée, les gens ont dit la même chose. Les gens ont dit ah putain mais c'est immoral, ça va nous voler notre travail, machin. Et spoiler, c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, ce qui est énorme, ça dépend sur quel côté tu te poses, mais ce qui est intéressant, c'est que quand l'image de synthèse est arrivée, absolument toutes les sociétés qui faisaient des effets spéciaux de manière photoréalistique, en mode juste je prends des photos de miniatures, plutôt les miniatures artistes, ces boîtes-là ont disparu. 95% de ces boîtes-là se sont écroulées en l'espace de 10 ans. Et ça, je pense que c'est un truc à comprendre, c'est que c'est pas la première fois que ça arrive, et genre, quand les mecs se sont mis à se faire artistes 3D, modeler, rigueur, etc., ils se sont pas dit « Ah, on vole le travail des gens qui faisaient des miniatures ». Non. Alors pourquoi tu te dis ça quand l'IA vient faire la même chose pour toi? Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est déjà arrivé et que quand t'étais dans le bon train, ça t'a pas dérangé. Mais alors par contre, quand t'es dans le mauvais train, là tout de suite ça va plus. Est-ce que t'as pas l'impression de te foutre la gueule du monde? Je te le dis en fait, si, tu te fous de la gueule du monde, évidemment que tu te fous de la gueule du monde. Alors, bon, cela étant dit, qu'est-ce que tu peux faire du coup par rapport à cette situation-là, si t'es dans ce cas-là? Si tu te retrouves dans la situation de t'es un artiste, ou t'es en train de te former pour être artiste, quelle est la situation à ce moment-là? Comment tu peux trouver une solution à ce genre de problème? Quelle est la meilleure manœuvre à avoir? Alors, déjà, le premier truc à faire, c'est de ne pas paniquer. C'est important de ne pas paniquer parce qu'en fait, oui, les nouvelles technologies vont très vite, mais non, et c'est le truc important, leur implémentation n'est pas rapide. Et ça, je pense, c'est le truc qui est vraiment important. L'implémentation d'une nouvelle technologie dans l'industrie, c'est quelque chose qui est très long. Je te donne des exemples très concrets. Par exemple, ça fait déjà 4 ans qu'il y a un nouveau logiciel qui s'appelle Cascadeur et qui permet d'animer avec de l'IA. Et genre, c'est un truc de fou furieux. En termes de résultats, c'est un truc de malade, ça te
franchement drastiquement baisser tes temps d'anime. Genre, on passe de peut-être une journée à 1 heure pour une anime. Genre, c'est vraiment un truc de fou furieux. Mais pourtant, aujourd'hui, donc ça fait 4 ans que cet outil il existe, je connais absolument aucun studio qui l'utilise. D'ailleurs, si des studios l'utilisent et qui m'écoutent, putain, je serais vraiment hyper curieux de discuter avec vous et de voir comment vous avez fait pour implémenter cet outil-là dans votre prod. Donc, tu vois que ce problème-là est pas nouveau, et du coup c'est intéressant parce que quand Cascadeur est arrivé, moi je me suis dit putain mais ça va révolutionner le truc, c'est un truc de malade, tous les animateurs vont perdre leur taf, et en fait au final, non. Au final il s'est rien passé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les technologies, l'avancée des nouvelles technologies est rapide, mais leur implémentation est lente. Et ça je pense que c'est le premier truc à comprendre, c'est que du coup ce qu'on voit là avec Sora, c'est hyper impressionnant, c'est un truc de fou furieux. On va voir des espèces de features et tout sur Instagram, sur Twitter et tout, qui vont montrer un petit peu les potentiels, et ça va être trop cool. Ou alors les gens vont gueuler ils vont mettre un petit panneau anti-IA comme des attardés là, mais peu importe. Par contre, ce qui est intéressant à bien comprendre, c'est que toi en tant qu'artiste, tu n'as pas à avoir peur de ça tout de suite, parce que le temps que ça s'implémente dans une société, dans une structure, ce n'est pas pour tout de suite, mais alors pas du tout. Pas du tout. D'accord ? Ça veut dire que tu as largement le temps de pouvoir t'adapter. Et la deuxième solution, du coup, c'est la suite de la solution, c'est justement de t'adapter. Et tu sais, j'avais une prof, je me souviens quand j'étais au lycée, que je détestais, c'était énorme pute. Mais elle a dit un truc intelligent, je me suis dit, putain, ça c'est vrai qu'elle a pas tort. Elle a dit un truc, elle a dit, l'intelligence, c'est pas le fait d'apprendre des nouveaux trucs. C'est le fait de savoir adapter rapidement son comportement quand ton environnement change. Et je pense qu'il y avait beaucoup de vrai là-dedans. L'intelligence, c'est le fait de pouvoir être flexible dans ton comportement quand ton environnement change. Et en fait, c'est exactement ce qui est en train de se passer. L'environnement dans lequel évoluent les différents artistes techniques dans la création d'images est en train d'évoluer. Ton intelligence, ça va être le fait de t'adapter par rapport à cet environnement. Comment tu peux du coup utiliser ces nouvelles technologies intelligemment dans ton workflow pour pouvoir créer plus vite, de manière plus qualitative, et si tu es indépendant, moins cher. Et ça va te permettre de pouvoir surfer sur la vague, mieux que ça, de pouvoir exploser grâce à la vague. Je pense que c'est ce que ces artistes-là comprennent pas. Mais il y a un truc assez intéressant avec ces artistes-là, c'est qu'en fait, il y a une corrélation totale entre leurs compétences et leur peur. Plus un artiste est compétent, et plus il est compétent dans sa capacité à s'adapter et apprendre. Alors d'ailleurs, je vais faire une petite différence entre s'adapter et apprendre. S'adapter, du coup, c'est ce que j'ai expliqué, c'est changer ton comportement quand ton environnement change. Et apprendre, c'est un petit peu différent. Apprendre, c'est combien de temps il te faut pour adapter ton comportement quand ton environnement ne change pas, mais que tes résultats n'évoluent pas non plus. Donc c'est un petit peu la même chose, mais c'est pas exactement pareil, tu vois. Genre, en fait, l'apprentissage, c'est ce qui se passe juste avant l'adaptation, tu vois. Tu as besoin d'apprendre pour t'adapter. Donc si dans un environnement et tes résultats n'évoluent plus, tu vois, t'arrives plus à prédire ce qui va se passer, et ben le temps que tu mets à changer ton comportement pour tester de nouvelles choses dans ce même environnement, c'est ton apprentissage. Et l'adaptabilité, c'est ce qui se passe après, c'est une fois que tu as compris du coup que les résultats n'étaient plus les mêmes et que tu as compris pourquoi, et ben, tu t'adaptes et tu changes ton comportement et tu changes d'environnement. Quand tu arrives à changer d'environnement et tu refais ce cycle, etc. Et en fait, plus les gens sont compétents, plus ça veut dire qu'ils ont rapidement appris de nouvelles choses dans un environnement donné, plus ils sont confiants dans le fait d'apprendre de nouvelles compétences, et plus ces gens ont une vision positive de l'IA sur la génération d'images de synthèse et d'images en général. Plus les gens sont incompétents, donc plus ils sont nuls déjà dans leur domaine, plus ils ont du mal à apprendre des nouvelles choses, donc plus ça fait longtemps qu'ils sont nuls dans leur domaine, plus ils ont une vision ultra négative de l'IA avec la génération d'images. Et c'est une corrélation que je vois partout. Tous les gens compétents à qui j'ai parlé sont hyper excités par ces technologies-là, tous les gens incompétents avec qui j'ai pu discuter sont hyper inquiets de ces technologies-là. Je te laisse tirer tes conclusions. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, déjà, la première règle, c'est d'être compétent, en fait. Tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut être compétent. Un autre truc que je pourrais te conseiller, c'est de comprendre vraiment les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est comment fonctionne la génération d'images, en fait. Qu'est-ce que c'est un pixel ? Comment ça fonctionne ? Comment tu les merges entre eux ? Comment tu utilises... c'est quoi la technologie 3D ? C'est quoi la différence entre la 3D et un pixel, etc. Qu'est-ce qu'un moteur de rendu ? Blablabla. Si tu commences à comprendre ça, tu vas voir que le fait de passer d'une technologie à l'autre ou d'un morceau de technologie à l'autre devient infiniment plus grand. Ce qu'il faut bien capter, c'est que le futur de l'animation 3D et de l'image synthèse, ça va pas être full IA ou full 3D, tu vois. Ça va tout le temps être un mix des deux, en fait. On va garder de l'IA, on va garder de la 3D, et on va faire un truc, on va merger les trucs, et ça va être une espèce de chimère de tout ça, et certainement d'autres technologies qui vont arriver. Donc, si tu comprends les bases de toutes ces technologies, ça va être facile de t'intégrer dans ce workflow-là. Par contre, si tu comprends pas les bases et que tu as juste appris à faire du presse-bouton sur un logiciel comme un débile, alors là, en effet, tu vas te prendre une énorme claque dans ta gueule, parce que ton logiciel, peut-être dans 2 ans, il n'existera plus. Ou alors, il sera plus utilisé. Donc,
C'est vraiment important à comprendre. Donc comme je dis, les gens qui sont inquiets souvent sont incompétents. Et en plus de ça, le truc qui est bien à retenir, c'est que l'implémentation d'une nouvelle technologie dans l'industrie prend du temps. D'accord ? Et c'est des raisons qui sont humaines, hein. Juste implémenter une technologie dans une prod où tu as un workflow qui fonctionne depuis 15 ans sur un système où il y a 300 personnes qui travaillent de manière désynchronisée sur plusieurs projets en même temps, c'est tout sauf facile en fait. C'est pour ça que ça prend du temps. Donc, quand tu as compris ça, tu sais que du coup, en tant qu'artiste indépendant, ou en tant que futur artiste indépendant, tu as largement le temps de t'adapter par rapport à ça. Tu as largement le temps d'apprendre cette nouvelle technologie par rapport à ça. Il n'y a aucun problème avec ça. Et donc ça, je pense que c'est vraiment important à capter. Maintenant, sur la partie, dernière conclusion sur la partie un peu plus moralité. Quand notre ami Corridor, quand nos amis Corridor ont sorti la vidéo Rock, Paper and Scissors, ah putain, cet accent anglais, eh bien, ils se sont fait allumer. Enfin, ils se sont fait allumer, relativement parlant. Ils ont eu pas mal de critiques. Il y a même des fils de pute qui ont appelé, ce qu'ils faisaient, c'était offensif. Non, mais vraiment n'importe quoi. Vraiment ridicule. Mais ce qui est important, par contre, à capter, c'est que ça montre, en fait, à quel point ce genre de technologies sont en train de pouvoir en fait, c'est pas vraiment ça, mais les gens ont peur, ça montre à quel point les gens ont peur de ça, non pas parce que la technologie est là, mais c'est surtout aussi parce que il y a une peur totale entre les gens qui sont compétents et les gens qui sont incompétents. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les gens qui critiquent ce genre de technologie, à chaque fois, ils ne font rien. Et tu pourras aller voir, hein, si jamais tu regardes les gens qui critiquent l'IA, ils ne font rien. Rien. Ils ne font que critiquer des choses existantes. Ils ne créent pas ou très peu, et quand ils créent, c'est mauvais. Ça, quand tu as capté ça, tu vas te rendre compte que du coup, tu te ferais mieux de regarder qu'est-ce qu'en pensent les gens qui créent. Et une équipe comme putain de bordel, c'est compliqué aujourd'hui. Le Corridor Crew, Corridor Digital, c'est les mêmes personnes. Corridor Crew, c'est le crew de Corridor Digital. Eux, ils trouvent ça incroyable. Ils prennent cette technologie et essaient de faire quelque chose de ouf. Et ça, c'est vraiment, je pense, important. On voit encore qu'on n'y est pas. Hein. Même tu verras dans Sora, il y a encore des petits trucs un peu bizarres. Mais, allez, je te donne un nom. Et alors là, on pourra faire des trucs de malade. Conclusion de tout ça. Deuxième conclusion. Un truc important à comprendre, c'est que le problème de la vidéo créée par IA, qui est toujours le souci, clairement, il y a un énorme souci avec les vidéos créées par IA, et c'est comme les images avec Midjourney et tout le reste, il y en a un toujours là, c'est en fait le fait que t'as pas de contrôle en fait sur ce que tu fais. Tu mets ton prompt, mais tu peux pas changer la lumière, tu peux pas déplacer un personnage, tu peux pas faire tout ça. Et du coup, basiquement, ça rend le truc inutilisable pour faire de la prod en fait. J'en sais quelque chose parce que je me suis vraiment posé la question, nous quand on a commencé à faire la production de Space Warp, je me suis posé la question sur à quel point j'allais pouvoir utiliser de l'IA pour pouvoir gagner du temps. Et en fait, la vérité, c'est que pour l'instant, pas tant que ça. Pas tant que ça, parce qu'en fait, tu manques vraiment de flexibilité en fait, et tu sais jamais ce qu'elle va te sortir. Et du coup, le problème avec l'IA, et c'est toujours le cas avec Sora, hein, on le voit bien c'est que c'est pas le problème pas réglé, c'est que tu ne peux pas prédire ce qu'elle va faire. Et si tu as un outil qui n'est pas prédictible, alors c'est très chiant de travailler avec un outil qui n'est pas prédictible en prod, parce que des fois ça va super marcher, mais des fois pas du tout. Et tu veux avoir des outils les plus prédictibles possibles. C'est un des plus gros problèmes de l'IA aujourd'hui, hein, sur ce type de production. C'est pour ça, encore une fois, qu'on n'est pas du tout encore à la disruption de l'industrie, hein, même si on y avance doucement. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'IA, comme une IA comme Sora, tu n'as pas de contrôle sur les images que tu fais, ou très peu. Par contre, ce qui est trop bien, c'est que ça te permet de faire des illustrations de tes propos très rapidement. Et du coup, en fait, et c'est ce que j'ai déjà dit pour Midjourney et pour Shutterstock et tout le reste, et pour Adobe Firefly et tout le reste, c'est que ce genre de technologie n'est pas là, en fait, pour disrupter des artistes qui créent des images pour faire de la narration, en fait. Non. Cette industrie-là, l'objectif en tout cas aujourd'hui, ça se voit dans la manière dont ils font leur marketing, ça se voit dans la manière dont ils développent le truc, ça se voit dans la manière dont ils font ils développent leur outil. Leur objectif, c'est de faire de la stock vidéo. Du stock footage, du stock vidéo. C'est quoi le stock footage ? C'est quoi de la stock vidéo ? C'est simplement de
Enfin, c'est simplement quelque chose où tu prends une vidéo qui donne un propos, genre est-ce que je peux faire une vidéo sur ça, et tu le mets dans ton montage. C'est ça leur workflow aujourd'hui. Leur workflow et leur marché, il est là. Leur marché, c'est le stock vidéo, le stock footage. Les gens qui vendent des stock footage, là, aujourd'hui, à leur place, je serais inquiet. Parce que là, pour le coup, pour moi, c'est leur job qui sont sur la ligne. Et pareil, je leur conseillerais grandement de réfléchir à comment ils peuvent utiliser leurs compétences pour faire autre chose. Parce que, globalement, le stock footage va être remplacé très rapidement par ça. C'est déjà remplacé en image aujourd'hui. La vidéo, c'est ce qui manquait, ça va arriver. Et pourquoi c'est trop cool d'avoir ce système-là? Parce que tu vois, par exemple, l'avantage de ça, c'est que demain, tu veux faire un trailer pour tester une idée et un projet. Et tu peux faire ce trailer aujourd'hui. Demain, tu peux le faire en stock footage. Aujourd'hui, ce serait pas possible en fait. Tu n'aurais pas assez de stock footage. Donc, tu as une possibilité de création qui est énorme grâce au stock footage, mais le stock footage il est pas assez précis pour par contre faire une conversation entre deux personnages, tu vois, par exemple, avec un plan contre champ. Ça, tu n'y arriveras jamais, tu vois. Et pourtant, c'est un truc déjà basique en cinéma, tu vois. Donc ça, c'est intéressant, c'est que tu te rends compte, et on voit vraiment que leur idée pour l'instant, quand on voit leur manière de marketer leurs produits, et deux, les vidéos qu'ils présentent, c'est des vidéos qui sont très très proches des stock footage dont on a l'habitude de voir. Et c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait c'est le marché qui veut les attaquer. Et c'est pour ça aussi que du coup, même en tant qu'artiste, je serais pas particulièrement inquiet de perdre mon travail dans 5 ans par exemple, parce que j'ai pas l'impression que ce soit mon marché qu'ils attaquent. Bien au contraire. Et au contraire, je pense que ça va être incroyable, tu vois, genre des vidéos stock footage comme ça, genre le nombre de fois où on a besoin de trucs comme ça quand tu fais de l'art, genre pour un background ou un machin comme ça, ou pour un écran dans une scène ou un plan, ça va changer la vie pour ça. Même pour des textures animées, des trucs comme ça va être fou. Et en fait, au contraire, moi, cette technologie, pour moi, elle va rendre une bonne partie de la partie création beaucoup moins chiante. Et je suis ultra pressé de pouvoir la tester, honnêtement. Ultra pressé. Donc voilà, tu l'as compris, je suis même extrêmement optimiste par rapport à ce type de technologie. Et je suis très pressé de pouvoir voir ce que ça va donner. Dans tous les cas, ça sert à rien d'être pessimiste sur ce genre de truc. C'est pas comme si le fait de pouvoir dire ah, j'aime pas, ça va changer quelque chose. Tu ne peux pas en fait aller contre le mouvement. Ça, c'est un truc vraiment important à capter. Le seul truc que tu peux faire, c'est ou abandonner le fait de générer de l'image et du coup ok, pas grave, hein, tu fais autre chose. Ou alors en fait, c'est juste adapter à la vague qui est de la technologie qui évolue. D'accord, c'est le seul truc que tu peux faire. Hein. Ça, je pense que si vraiment bien le comprendre, c'est le choix de dire j'interdis l'IA. C'est pas un choix en fait. C'est complètement con. Alors par contre, il y a une possibilité de prendre le contre-pied et d'utiliser ça comme argument marketing. Je pense que d'ici 5 ans, des sociétés qui vont faire qui vont être certifiées sans IA, je pense que ça va avoir une valeur aussi très intéressante. Mais par contre, le fait de dire ah, non, moi j'aime pas, ils sont méchants les gens qui font de l'IA et ils volent le travail des artistes, c'est vraiment c'est débile au possible. C'est vraiment débile au possible. C'est vraiment ne pas comprendre en fait le fonctionnement de la technologie et c'est vraiment dire non mais moi comme moi c'est là c'est différent en fait. C'est différent et moi je suis pas comme une IA parce que moi je veux pas parce que moi je suis créatif et je suis original. Bah non en fait, t'es pas créatif, t'es pas original en fait, tout ce que tu fais, tout ce que tu réalises, c'est parce que tu l'as vu ailleurs en fait. Voilà, c'est comme ça que ton putain de cerveau fonctionne. Et tu veux faire le test, vas-y, prends un mec, d'accord? Tu prends un putain de gars et tu lui effaces toute sa mémoire. Tu prends un putain de gars qui a l'Alzheimer et tu lui dis, fais un dessin. Bah, tu vas voir à quel point il ressemble à de la merde son dessin. Pourquoi? Bah simplement parce que quand t'as pas de souvenirs et t'as pas ce que tu penses être de l'imagination, qui est en fait juste un collage de tes souvenirs, et bah ça marche pas en fait. Ça marche pas. Simplement. Voilà. Et c'est pour ça que quand t'as l'Alzheimer genre total, à la fin, t'es un légume en fait. Genre, c'est normal en fait. C'est parce que c'est tes expériences et tes souvenirs qui te permettent de fonctionner en fait. Donc arrête de penser que t'es créatif, imaginatif et que t'es spécial. Tu n'es pas spécial en fait. Et c'est pas grave en fait. Parce que on le sait depuis le début en fait. Genre, une des premières règles qu'on a quand tu fais de l'art, c'est prendre des putains de références. Arrête d'essayer de faire ça de tête parce que c'est nul. Et bah, qu'est-ce que fait l'IA? Elle te prend des références, mais genre 100 fois mieux que toi. Bah oui, et bah, qu'est-ce que tu veux? C'est un meilleur outil que ta tête. Et bah, fais avec. Au contraire, utilise ça en termes de levier pour pouvoir du coup en profiter. Au lieu d'essayer de jouer contre parce que tu vas perdre. Voilà ma conclusion là-dessus. J'espère que tu n'es pas inquiet par cette technologie. J'espère au contraire que ça t'excite et que tu vas pouvoir raconter des histoires de fous grâce à ça. D'accord? Pour tous ceux qui m'écoutent et qui sont en mode oui mais moi je me suis mis dans la 3D parce que j'ai envie de faire un métier spécifique, genre modeleur, texturing artiste, etc. Et qui sont inquiets par ce genre de technologie.
Ne t'inquiète pas, comme je t'ai expliqué, l'implémentation de la technologie est longue. On va encore embaucher des modeleurs, des texturing artistes et des riggeurs pendant les 5 prochaines années. Franchement, il n'y a pas de souci à se faire avec ça. Tout va bien se passer. Et encore une fois, au-delà de ça, pendant ces 5 prochaines années, tu auras largement le temps de pouvoir t'adapter à cette technologie et à regarder comment l'adapter dans ton workflow. T'inquiète pas, tu ne seras pas le seul à avoir ce problème et on ne va pas rester genre 1 million d'artistes sur le carreau comme des cons. C'est pas ça qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir, comme n'importe quelle nouvelle technologie, des tutoriels qui vont se faire, des gens qui vont expliquer comment l'intégrer dans leur workflow. Il va y avoir plusieurs écoles et tu vas pouvoir piocher là-dedans et tu vas pouvoir créer ton propre workflow. D'accord ? C'est ce qu'il faut faire, c'est ce que nous on va mettre en place, c'est ce qu'on a déjà commencé à mettre en place dans l'école H3E2 par exemple, c'est ce qu'on va mettre en place dans le film de Space Warp. Ça va être certainement, plus je pense la prod va avancer, plus on va mettre de l'IA à l'intérieur pour voir jusqu'où on peut aller et comment on peut l'utiliser pour que ce soit stylé. Bref, il faut vraiment, je pense, réussir à imprimer ça dans son cerveau. Ce ne sont pas des technologies qui sont là, qui vont détruire, je pense, l'industrie. L'industrie va se morpher, elle va changer, elle va se morpher, c'est sûr et certain. Mais ce sera, alors pour le mieux, ça ne veut rien dire, encore une fois pour le mieux, ça dépend pour qui, mais par contre pour une création d'images qui sera plus facile, avec plus de liberté esthétique et du coup la possibilité de raconter l'histoire avec moins de moyens qu'avant. Et c'est finalement tout ce qu'on demande en fait. Voilà, j'espère que ça t'a plu et je te dis à très vite. Ciao.